Alors bonjour à tous, je vais vous présenter donc une recherche expérimentale un peu mixte puisque avec mes collègues de marketing, moi-même je ne suis pas en marketing, je suis en section 16, sciences du comportement. Donc une illustration expérimentale de l'effet perceptif des prix à terminaison neuve appliqué au prix d'un paquet de cigarettes. Voilà. Alors, donc les prix à terminaison 9, vous savez ce que ça veut dire. Voilà, vous avez l'illustration 9,99 à la place de 10, mais c'est également les 199 à la place de 200, 1990 à la place de 2000. Et pour certains auteurs, eh bien 9,98 c'est un prix à terminaison 9, même s'il ne se termine pas en 9. Vous aurez même l'illustration d'une recherche expérimentale avec 9,88. Donc on s'éloigne du concept, mais tout ça, c'est voilà, le concept de prix neuf. Et puis, je rappelle que, contrairement à ce que disent les journalistes, ça n'est pas un prix psychologique. Eux, ils l'affichent comme ça, alors que nous, on sait que c'est l'illustration du prix magique. Voilà, le prix psychologique ayant un autre sens pour nous. Alors, donc c'est une pratique très généralisée. Une étude a montré que c'est 70% des prix dans le monde sont à terminaison 9. Une étude a montré que c'est en évolution. Voilà, par exemple, 98 millions de prix analysés sur 10 ans. On est passé de 52% en 89 à 73% par exemple en 97. Et puis là, on avoisine les 80%. Donc, il y a encore 20% de marge de croissance, mais voilà, vous voyez, c'est quand même fréquent. Voilà. Alors, c'est plutôt fréquent pour les produits de faible valeur, ou jetables, si vous me permettez, très, très fréquent dans les lieux de vente, de hard discount, pour des gadgets, pour des petits produits à faible valeur, voilà, de manière générale. Évidemment, très rare dans les ventes à emporter, il n'y a pas de monnaie à rendre. Donc là, il y a une logique derrière tout ça. Alors en réalité, il faut savoir que la pratique est plus étendue que les petits produits bas de gamme. Voilà, si vous voulez, nous on va s'arrêter à mi-chemin, chercher un appartement à Angers. Regardez, voilà, vous avez du prix neuf. C'est du prix neuf, ok. Vous voulez acheter la maison de famille de notre ministre sur l'île aux Moines en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Voilà, elle est à vendre, non pas 1 million, mais 9 999. Ce qui est plus facile à digérer. Vous comprenez? Donc vous voyez, même les modèles haut de gamme Tesla, quelle que soit d'ailleurs la nature, avec les options les plus puissantes, systématiquement un prix neuf. Ok, j'ai fait une petite simulation d'un crédit la semaine dernière. C'est pas du 2,50 qu'on me propose, c'est du 4,49. D'ailleurs, il y a 2 ans, on a fait l'étude. On a fait l'étude avec nos étudiants de banque finance. Il y avait un impact, un prêt d'une année à 1,99 est trouvé plus intéressant que le même prêt à 2 euros, alors que le gain était de 17 centimes. Vous voyez, ça prouve que les gens ne calculent pas et se focalisent sur ces prix. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ces prix, mais il n'y a pas beaucoup de recherches expérimentales qui ont tenté de valider si, sur des comportements réels et non pas des intentions, il y avait donc un effet de ces prix sur les ventes. Alors, celle qui est souvent citée, la première, expérimentale menée par celle de Schindler et Kimbarian en 1996, 90 000 cibles, réparties en 3 groupes de manière aléatoire. Alors, il y avait prix systématiquement plein ou à terminant neuf, et il y avait également un 3e groupe où les prix étaient systématiquement à 9,88. Ok, voilà. Et puis, c'était des évaluations précises du comportement d'achat, puisque c'était un taux d'achat et un panier moyen. C'était de la consommation réelle. Voilà. Et voilà les résultats qui ont été obtenus. Donc, il n'y a pas de différence significative dans aucune des conditions sur le taux d'achat. Par contre, il y a un effet sur le panier moyen. Et quand ils ont creusé davantage d'où venait ce petit résidu de 2 euros, enfin de 2 dollars et quelques, eh bien, c'était parce que les gens avaient acheté un petit peu plus de produits. C'est comme si vous preniez le café à la fin du repas sans que les autres le prennent, quoi. Voilà. Alors, il faut quand même se garder de croire que c'est aussi magique que quelquefois les journalistes le présentent. Voilà, il y avait quand même un effet. Voilà. Il y avait une perte moyenne de 0,3 qui a été calculée en utilisant ce type de prix, mais une croissance de 8% du chiffre d'affaires dans cette étude. Voilà, donc c'est intéressant. Alors, ça ne marche pas toujours. Une autre étude menée en Angleterre avec des produits pour voitures. Voilà, les prix systématiquement pleins ou à terminaison neuve selon les magasins. Et au contraire, ce sont les prix zéro qui ont dopé les ventes. Vous
voyez, il faut se garder de généraliser, en fait. En fait, on manque d'études, même sur le comportement réel, pour être sûr que ces prix opèrent bien et ce qu'ils opèrent pour type de produit. Hein, voilà. Préalablement, c'était des vêtements. Là, c'est des produits, plutôt des vêtements pour femmes, préalablement. Et là, plutôt des produits pour hommes, hein, puisque vous savez qu'ils se préoccupent de leur voiture, enfin de la beauté de leur voiture. Voilà. Alors, une autre étude, 193 000 cibles, hein, comportement d'achat réel, et avec des variations expérimentales plus fines. Voilà, il n'y avait que certains produits à prix neuf. Est-ce qu'ils se distinguent? Il y avait, différenciation, on a différencié les nouveaux produits et les produits anciens d'un catalogue. Voilà. Est-ce que ça marche mieux s'il y a une mention de réduction avec ou sans? Voilà. Et puis... en fait, ils ont observé plus 15% en général hein, d'augmentation de la demande pour les produits cibles, mais voilà, avec des variations. En fait, les prix neufs sont plus efficaces s'ils sont mélangés avec des prix pleins, donc la théorie de la distinctivité. Hein. S'ils sont affectés à des produits nouveaux, parce qu'on n'a pas de repère, donc il vaut mieux baisser ce seuil, hein, parce qu'on a toujours un seuil psychologique à se dire c'est toujours trop cher, donc peut-être qu'on les utilise là et on n'arrive pas à se caler. Et puis ça marche mieux si on évite de mettre la mention de réduction avec. Alors, on a fait une étude il y a quelques années, hein, enfin quelques années, maintenant ça en fait 15, hein, sur la focalisation. Ça guide la focalisation, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, on a fait ça dans une pizzeria. Voilà, il y avait une pizza dans le menu, elles étaient toutes à prix à terminaison 0. Toutes à prix à terminaison 0, il y en avait 12, sauf une à 7,99. Hein. C'était bien avant la crise. Et hein, c'est pas les mêmes prix aujourd'hui, hein, d'accord. Et puis tout a pris à terminaison 99 et on a mesuré les ventes. Et effectivement, la théorie de la distinctivité est validée parce que la pizza cible n'a fonctionné que quand elle était mêlée aux autres qui étaient systématiquement à prix zéro. Dès que tout passe à prix à terminaison 9, elle n'intéresse pas plus les personnes. Voilà, donc, alors autre chose également en présentation orale. Voilà, une vente de crêpes au profit d'une association caritative. Traditionnellement, on envoie nos étudiants faire ça pendant les fêtes de Noël. Voilà, donc 2 €, 1,99 la demi-douzaine. Alors c'était plus rentable. Bon, il y a eu un peu plus de ventes et puis ils ne demandaient pas le centime. C'était intéressant, ils ne demandaient pas le centime, donc on les a réellement vendus à 2 €. Voyez. OK? Voilà. Alors, en réalité, c'est les seules recherches expérimentales que vous avez synthétisées qui montrent qu'il y a un effet sur les ventes. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de variables qui les influencent. Hein, par exemple, des variables sociologiques. Ces prix à terminaison 9 fonctionnent mieux dans les zones où se trouvent des personnes avec des niveaux d'éducation moins élevés. Hein. Alors, avec un paradoxe, il y a plus d'effets dans des zones avec ménages à revenus élevés. Or, on sait que pourtant, il y a un lien entre le niveau d'éducation et le niveau de revenu. Et vous voyez, il y a des paradoxes. Hein. C'est pour ça qu'il faut fouiller en fonction des généralités. Voilà. Il n'y a peut-être pas le même type de produit là. Il y a plus d'effets pour les catégories de prix inférieurs. Ça, je l'avais dit. Hein. Voilà. Et puis, il y a plus d'effets si la pratique de ces prix est plus intense. C'est-à-dire, voilà, quand il y en a beaucoup, ça marche mieux. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent... Alors, vous voyez le paradoxe. Alors que moi, j'ai montré que quand ils se retrouvaient seuls, conformément à la théorie de la distinctivité, ça marchait mieux. Donc, vous voyez, en fonction des contextes, on ne peut pas appliquer les mêmes règles. C'est surtout ça qu'il faut en déduire. Alors, voilà, il y a des effets clairs sur les ventes, hein, voilà, c'est ce qu'on peut dire, mais de fortes variabilités liées à ce que Massé appelle des facteurs contextuels. Voilà. Donc, sur le substrat théorique qui est derrière. Il faut savoir qu'il y a deux grandes théories, de manière générale, autour des prix à terminaison 9. Il y a une hypothèse associationniste, que certains postulent comme étant celle qui gouverne l'influence de ces prix. Donc, en gros, les prix neufs sont associés à des soldes, des remises, des liquidations. Donc, sont associés à des particularités où il y a des bonnes affaires à faire. Voilà, et en fait, bonne affaire. Et en fait, quand ils rencontrent le prix neuf, ils ont l'illusion qu'il y a en permanence une bonne affaire. Ça, c'est une hypothèse associationniste. Hein, voilà. C'est vrai empiriquement, hein, mais c'est quoi le facteur causal? Parce qu'on a montré que plus il y avait de soldes, plus il y avait de prix neuf. Alors, plus il y a de soldes, plus c'est bon marché. Mais est-ce que c'est le prix qui explique ou la solde? Vous voyez, hein, donc c'est un peu compliqué. Et... plus de ventes, voilà ce que j'ai dit, hein, c'est plus de ventes en raison des prix ou soldes, voilà.
Puis il y a une autre théorie, c'est l'hypothèse de la sous-détermination, elle est plus cognitive. Le substrat est cognitif, donc c'est lié à une focalisation intentionnelle qui entraîne une variation de l'encodage et de la mise en mémoire à court terme, et donc ensuite en mémoire à long terme lorsqu'on doit faire des rappels de ces prix. Et ça a été un peu validé, on a montré qu'il y avait moins d'intention sur la partie... Ce postulat dit qu'il y a moins d'intention sur la partie droite du prix. Donc au 9,99, finalement le gars il dit « Oh bah c'était 9 ». Ah là, la réduction est énorme entre 9 et 10, le gap entre 9 et 10, et voilà. Donc 29, je donne un exemple, 29,99 entre 29, et au pire, il restera 20 dans la tête quelques heures après, voire quelques minutes après. Voilà. Et donc, conséquence, eh bien, il y a une sous-détermination de la valeur réelle initiale, et c'est ça qui pousserait à l'achat. Voilà. Alors, il y a des petites validations empiriques de ça. Par exemple, Schindler a demandé aux gens de se rappeler des prix pour des produits familiers, des lampes de bureau, des montres. Voilà. Alors, il aime les prix 98, ils aiment. Enfin, c'est surtout Schindler. Il a eu, comme tout à l'heure, il a utilisé les 3 types de prix. Et puis, effectivement, il y a plus de sous-estimation avec les prix 99 et 98 que les prix 0. C'est-à-dire, quand ils se rappellent le prix, ils font plus d'erreurs. Ils l'ont sous-estimé. Ils ont bien mis... On leur a présenté 29,99, ils ont dit que c'était 29. La lampe de bureau était à 29. Voilà. Puis il y a moins de rappels corrects, exacts, moins d'exactitude avec les prix neufs qu'avec les prix pleins. Voilà. Ça a été validé, on l'a fait au laboratoire avec un eye tracker en fixation oculaire sur la partie gauche. Voilà, effectivement, la saccade oculaire va directement sur la partie gauche. Et reste moins longtemps sur la partie droite, alors que ce n'est pas vrai avec les prix pleins. Voilà. Alors on a pu montrer aussi que s'il y a 2 produits proches, les fixations oculaires et le temps de fixation sur le prix 99 est plus important que prix 10. Quand les 2 prix sont affichés, par exemple, on met 2 produits, un t-shirt, un à 9,99, l'autre à 10, il y aura plus de temps de fixation oculaire passé sur le prix, comme s'il attirait. On pourrait l'appeler le prix aimant, enfin aimant en titre magnétique. Voilà. Et puis, alors on avait fait ça aussi, quand on accentue un petit peu la taille des caractères, il y a des fixations oculaires beaucoup plus importantes là que là, alors que pourtant on les obligeait par la taille de caractères à se focaliser là. Donc il y a quand même effectivement une tendance à valider empiriquement cette théorie de la sous-détermination. Alors, on va vous présenter un projet expérimental un peu innovant, parce que... sauf erreur de notre part, ça n'a jamais été testé sur le prix du tabac et sur des variables cognitives. Je passe la parole à ma collègue. Voilà. Bon, donc effectivement, on a voulu faire un petit peu un travail exploratoire, puisqu'on s'est rendu compte que les quelques travaux qu'il y avait eu sur les prix étaient liés essentiellement sur les ventes, mais qu'il n'y avait pas eu d'autres variables véritablement de tester. Et puis, on se rend compte aussi finalement qu'il n'y a pas que l'encodage ou la mémorisation qu'on pourrait essayer d'évaluer. Par ailleurs, on a essayé de savoir si justement cet effet de sous-détermination ne pouvait pas retracer et expliquer justement certaines décisions prises lors de ces expositions au prix. Et on s'est intéressé également au cas d'un produit assez particulier, le tabac, pour savoir ce qui peut se passer lorsqu'il y a une augmentation du prix des paquets de tabac, sachant que les consommateurs généralement sont captifs, sont addicts, et qu'en plus on est sur un produit peu élastique. Je rappelle que l'élasticité prix du tabac est de moins 0,4. Donc il y avait vraiment un intérêt à travailler dessus pour savoir comment inciter les gens justement à arrêter, et est-ce qu'on pouvait travailler cela avec les prix neufs. Et justement, notre hypothèse était de dire que si avec un prix neuf, il y a une sous-détermination du prix, eh bien, lorsqu'il y a dans ces cas une augmentation du prix, lorsqu'on va passer de 9,99 à 10 € ou de 11,90 à 12 €, eh bien, dans ces cas-là, nous, on a fait l'hypothèse qu'il va y avoir une baisse de perception de la hausse lorsqu'on est avec un prix neuf. Et comme il y a une baisse de perception de la hausse du prix, eh bien, dans ces cas-là, les intentions d'arrêt de fumer ou les intentions de changement de comportement vont eux aussi être moins importantes.
Pour ce faire, la méthodologie qu'on a adoptée était de travailler avec 2 groupes indépendants. Un groupe où il y avait bien sûr une variable indépendante qui était un prix neuf et un prix plein, et puis 4 variables dépendantes que je vous présenterai ensuite. Les participants, on a fait simple, hein, c'est vraiment une étude exploratoire, c'était des étudiants sur le campus, hommes et femmes, qui fumaient des cigarettes conventionnelles. Ce que j'appelle cigarettes conventionnelles, c'est pas de tabac à rouler, c'est pas de cigare ou autre, juste la cigarette avec le filtre issu d'un paquet déjà formé. Alors, en termes d'expérimentation, c'était très simple. On allait voir les étudiants avec la photo d'un paquet neutre, hein, comme on les a maintenant, où on ne peut pas connaître la marque du paquet de cigarettes, comme ici. Et soit c'était marqué en dessous 9,99, soit c'était marqué 10 €. Et à ce niveau-là, on leur faisait passer un très très court questionnaire où, vous le voyez, on leur demandait concrètement, tout d'abord, je ne l'ai pas mise cette première question, quelle était leur consommation quotidienne, moins de 5, entre 5 et 10, etc. Donc là, c'était du factuel. Et puis ensuite, ils devaient, avec une échelle à 5 pas, estimer leur consommation entre très faible à excessive, et puis donner pour 3 éléments leur degré d'accord. Est-ce que vous êtes prêt à arrêter? Pourriez-vous changer vos habitudes, donc marque ou type de cigarette, de tabac, ou seriez-vous même prêt à vous tourner vers la cigarette électronique? Donc vous voyez que c'était vraiment très simple. En termes de résultats, nous avons estimé ces éléments déjà avec une MANOVA, sachant que nous avions comme covariance justement la consommation effective, mais également le genre des répondants. Il s'avère que cette MANOVA était positive, hein, il y avait bien un effet du prix sur les jugements, mais par contre aucun effet du genre. Par ailleurs, on a pris chaque variable dépendante ensuite individuellement, et pour les 3 en bleu, donc l'intention d'arrêter, de changer ses attitudes ou de passer à la cigarette électronique, il y a bien eu à chaque fois un effet du prix, et le genre n'a eu un effet que pour les prix ronds avec l'intention d'arrêter, mais jamais dans la globalité. C'était vraiment le seul endroit où on a eu une différence liée au genre. En conclusion, eh bien, on voit véritablement que là, les prix neufs ont effectivement diminué les intentions d'arrêter la cigarette ou de changer de mode de consommation, voire de passer à la cigarette électronique. Pour nous, c'est important. Il faut savoir également qu'on observe des corrélations significatives entre toutes ces mesures, dans le sens où plus je consomme, plus je vais avoir l'intention d'arrêter, plus je vais vouloir passer à la cigarette électronique. De la même manière, il y a des choses assez classiques, hein, du type qu'est-ce que j'avais vu? Oui, si je veux changer mes habitudes, je peux aussi vouloir passer à la cigarette électronique. Là, c'était, j'allais dire, plutôt attendu. On suppose que ce modèle est congruent et cohérent avec la théorie de sous-détermination, où effectivement les individus vont se focaliser sur la partie la partie gauche du prix, et pour le coup, eh bien, ils vont considérer que l'effort ou la hausse de prix est moindre, et donc pourquoi s'embêter à arrêter? Et effectivement, cette information nous semblait très intéressante, parce que s'il n'y a pas de pression économique, ils ne vont pas vouloir faire d'efforts, et nous a porté à considérer que dans le cadre de politiques de santé publique, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait prendre en considération. Il faut savoir justement que j'ai profité de l'expérimentation pour faire le tour des bureaux de tabac. On sait qu'en France, les prix du tabac sont réglementés. Il n'empêche qu'ils ne sont pas tous à prix plein. Il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas encore une obligation. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait considérer.
je l'ai dit, hein, sachant que on est sur un produit justement à faible élasticité, et donc tous les petits ressorts pourraient être intéressants dans le cadre justement de politique sociale. En termes de limites, bon, il y en a, hein, c'est une étude exploratoire. La première limite, c'est lié à la validité externe, d'autant que là, on a travaillé sur des étudiants. Or, les études montrent qu'il y a moins de gros fumeurs parmi les gens éduqués. Et puis, il y a un autre problème qui était le fait de travailler sur des intentions et non sur des comportements avérés. Il y a parfois toujours des différences. Enfin, eh bien, on pourrait considérer justement que, vu les études justement de Massey sur les facteurs contextuels, eh bien, ça pourrait aussi être intéressant de prendre en considération justement les revenus financiers, par exemple, pour voir s'il y a plus ou moins d'impact, et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas fait. Pour terminer, là, on avait travaillé avec le prix 9,99 et 10 €, mais 10 €, c'est un palier. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on aurait les mêmes effets si on passe maintenant de 11,99 ou à 12 €, tout simplement. En termes de prolongement, alors il y a plein de choses à faire sur le tabac, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, parce que les études qui ont été faites, ou les études de communication de santé publique, c'était plus lié à la peur, c'était plus lié aux images, on n'avait pas encore travaillé sur le prix. Et là, on a repris une étude de 2022 de Pearson et al., où eux, ils ont fait une étude en disant, bah, tiens, là, c'est du tabac bio, dans l'autre paquet, c'est du tabac classique, et à partir de là, bah, est-ce que vous la trouvez meilleure ou pas? Enfin, c'est bon, du tabac bio, pourquoi pas. Mais ils ont eu véritablement des effets. Et les personnes, sachant que c'était du tabac bio, avaient des volumes d'inhalation plus forts. Donc en fait, c'est complètement contre-productif. Bon, donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait tester également d'autres choses. En termes de prolongement, il y a plusieurs éléments. Déjà par rapport au prix neuf, si on considère la sous-détermination, il y a une étude qui a été faite sur des t-shirts. Eh bien, il se rend compte justement, là aussi, que les prix à terminaison neuf sont souvent moins bien évalués. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec le tabac? Mais là, je n'en suis pas sûre. Se pose aussi la question, justement, si les prix neufs n'incitent pas à changer ce comportement, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir ça à certains produits comme les sodas, comme ce qu'ils ont fait, en disant... Ben, on va essayer de faire en sorte que les personnes soient limitées ou aient une perception plus importante du prix, et peut-être interdire certains produits à prix neuf. Je pense aux produits alimentaires qui sont mis en catégorie E, par exemple. Voilà. Donc, sur ces prolongements possibles, eh ben, nous pouvons rapidement passer à la phase des questions.